Sans précédent dans le Golfe, le Qatar au banc des pays de la région, la Syrie et le terrorisme régional et international en creux, une crise diplomatique pour le moment, peut-elle dégénérer en crise militaire régionale? Quels risques et répercussions en France? Pour vous aider à mieux comprendre ce qui se trame, je reçois ce matin François Hesbourg. Bonjour. Vous êtes président de l'IISS, l'International Institute for Strategic Studies. D'abord, les derniers rebondissements. Hier soir, les États-Unis appellent l'Arabie Saoudite à alléger le blocus contre le Qatar. Et dans le même temps, Donald Trump exige de l'Émirat qu'il arrête immédiatement de financer le terrorisme. On a du mal à y voir clair, c'est assez contradictoire. Et il serait rassurant de pouvoir dire que c'est un jeu de rôle avec le secrétaire d'État qui joue la modération et le président qui joue le gros vilain. Malheureusement, c'est pas ça. C'est tout simplement que c'est encore Trump... un dérapage de Donald Trump C'est pas un dérapage de Donald Trump dans le sens, il ne faut pas oublier que c'est Donald Trump qui est le président. Et ce sont ceux qui travaillent pour lui qui dérapent par rapport à sa position. Sa position est folle, mais c'est la seule qui compte. Il ne faut pas qu'on continue de faire comme si Trump n'était pas président. Il est président. Trump est déterminé à aller à la confrontation avec cette affaire. Il pense que c'est la meilleure façon d'obtenir un résultat. Je pense qu'il a tort. Mais aller à la confrontation, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement de mettre la pression à fond sur le Qatar et pousser les Saoudiens dans cette direction. Et pour faire un parallèle historique, c'est un petit peu comme Guillaume II en juillet 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, qui faisait un chèque en blanc aux Austro-Hongrois et qui voulaient régler leur compte aux Serbes. Et ce sont des jeux incroyablement dangereux. Et vous disiez, c'est le Golfe, bien sûr, c'est le Golfe, parce que le Qatar est dans le Golfe, mais c'est l'ensemble de la région. Ça a des implications, par exemple, très directement en Libye, qui est un pays dans lequel la France a fait la guerre il y a quand même seulement quelques années. On va y revenir, mais simplement sur le parallèle historique que vous faites. Ouais. Vous dites quoi en creux? Que Donald Trump, lors de sa tournée en Arabie Saoudite, a donné son feu vert? Il a donné un chèque en blanc, comme on disait en juillet 14, et il a lui-même confirmé dans un de ses tweets, il y a 3 jours, en disant grosso modo, oui, c'est moi, c'est le Qatar, et qui doit être amené à récipiscence. Hein. C'est 1914 avec les tweets en plus. Alors revenons aux origines de cette crise qui a éclaté en début de semaine. Question simple, le Qatar finance-t-il le terrorisme comme l'accusent ses anciens partenaires de la région? Au Moyen-Orient, les questions simples ne reçoivent jamais de réponse simple. Alors est-ce que c'est l'État qatarien? Attendez. Chaque État dans la région a sa définition du terrorisme. Oui. D'abord, hein, les terroristes des uns ne sont pas les terroristes des autres et vice-versa. Et encore, je simplifie parce que ce n'est pas les uns et les autres, c'est une quinzaine de pays avec chacun sa stratégie différente. Deuxièmement, est-ce qu'on peut dire que l'État qatarien finance le terrorisme, les terroristes comme il a été dit, c'est-à-dire Daesh, Al-Qaïda, les pays de la région, et les frères musulmans. Pour la plupart, ne sont pas des États au sens habituel du terme, où il y a une distinction claire entre l'administration, l'État, comme en France, hein, un État, et puis vous avez peut-être des gens, des privés, des mécènes qui font des choses sur le côté. Non, la distinction entre l'État et les mécènes et les privés en Arabie Saoudite ou au Qatar, cette distinction-là, elle n'existe pas vraiment. Alors quand vous avez des Qataris qui financent des gens en Libye ou des Saoudiens qui financent des gens également malfaisants en Libye, oui, on va dire, parce qu'on est poli, que ce sont des mécènes. Dans la pratique, on ne sait pas très bien. Et si on n'est pas poli? Et si on n'est pas poli, on dit que les seuls pays pour lesquels Daesh est l'adversaire principal sont les États européens et notamment la France. Pour tous les autres, je dis bien tous les autres, la Russie, les États-Unis, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et ainsi de suite, Daesh est un groupe parmi des tas d'autres qui se livrent à la violence et ce n'est pas le groupe prioritaire dans l'action de ces pays pour les États-Unis. La cible prioritaire, c'est l'Iran, par exemple, c'est pas Daesh. Et le Qatar accusé de financer Daesh par l'Arabie Saoudite, elle-même accusée de financer d'autres groupes terroristes, ça a provoqué forcément des réactions indignées. Ça vous fait sourire, même si c'est pas le Qatar et l'Arabie Saoudite ont pour point commun
d'avoir une religion d'État qui est le wahhabisme, qui est la forme la plus radicale de l'islam. Et comme ils ont la même religion, ils sont en concurrence pour la même part du marché de l'islam radical. Quand vous êtes en concurrence pour la même part du marché, ça se passe mal. Mais ne me demandez pas à moi de faire une distinction entre le wahhabisme de Doha et le wahhabisme de Riyad. Alors vous disiez tout à l'heure que Donald Trump était prêt à aller jusqu'au bout. Est-ce que vous craignez une escalade militaire à ce stade? Je crains une escalade militaire. Les Turcs qui, eux, soutiennent les frères musulmans qui sont ceux que soutiennent par ailleurs les Qataris. Et les Turcs ont indiqué qu'ils étaient prêts à envoyer des troupes au Qatar. Le Qatar a dit qu'il était prêt à les accueillir. Et on verra bien s'il s'agit là de gesticulation avant un éventuel accord, parce que Qatar est quand même en position de faiblesse, Oui. géographiquement. Mais le risque est réel, et quelqu'un comme Trump risque fort tout simplement d'ajouter de l'huile au feu. Et quelles conséquences cette crise diplomatique régionale, voire militaire, peut-elle avoir sur le conflit en Syrie alors que la grande bataille de Raqqa a commencé cette semaine? Écoutez, le conflit en Syrie était déjà marqué par l'opposition active entre ceux qui sont soutenus par l'Iran, ceux qui sont soutenus par l'Arabie Saoudite, ceux qui sont soutenus par le Qatar, ceux qui sont soutenus par nous, ceux qui sont soutenus par les Russes, ceux qui sont soutenus par les États-Unis, et ceux qui sont soutenus par les Turcs, et je n'ai pas mentionné ceux qui ne sont pas soutenus. Donc, ça ne va tout simplement pas simplifier la situation en Syrie. Pour nous, la conséquence principale, elle risque d'être en Libye, parce que là, c'est pas loin de chez nous. Il y a les flux migratoires à travers la Méditerranée qui ont leur origine en Libye. Là, et l'influence qatari va probablement être tenue en lisière, pour le coup, et ce sont ceux qui sont soutenus par les Saoudiens, les Égyptiens et les Émiratis qui vont probablement prendre le dessus, ce qui pourrait faciliter peut-être un début de normalisation en Libye. Donc c'est peut-être la seule bonne nouvelle possible de cette affaire, par ailleurs très dangereuse. Et d'un mot rapide, les conséquences chez nous en France, on voit que l'État islamique recule en Irak et en Syrie, mais multiplie les attentats sur le territoire européen. Ça, malheureusement, ça ne sera pas influencé grandement par les événements en cours. Le djihadisme existait avant Daesh. Souvenez-vous du 11 septembre, de Madrid, de Londres et ainsi de suite. Le djihadisme existera après la défaite territoriale de Daesh. Nous, on va subir un autre type de conséquences, c'est qu'on a des amis dans le Golfe qui sont dans les camps opposés. On vend des avions aux Émirats, on vend des avions au Qatar. À un moment donné, il va falloir choisir. Merci François Asbord d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle votre ouvrage aussi sur le terrorisme, Comment perdre la guerre contre le terrorisme, chez Stock en 2016. Merci, vous ne bougez pas dans un instant, le journal de 8h30. Europe Weekend, le croustillant du feuilleté au pesto.